La 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 la. Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 10 heures. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité à travers les rubriques telles que Inforoute, tension du marché, emploi, découverte, mais aussi BuzzNet. Après quoi, nous allons échanger autour d'un phénomène qui sévit actuellement en République démocratique du Congo et à Kinshasa précisément. Avant d'aller plus loin, voici une petite citation qui, j'espère, va énormément vous inspirer ce matin. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: si tu cherches quelqu'un qui va changer ta vie, regarde dans le miroir. Un peu comme pour dire, ben, le changement provient de l'intérieur. Souvent, on est là à se demander qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous, alors que la question qu'on devrait se poser, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même? Dans quoi on doit investir en ce qui concerne notre éducation, en ce qui concerne notre formation, pour justement arriver à réussir sa vie. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc notre mission. Vous êtes diplômé, vous êtes gradué ou encore licencié et vous êtes à la recherche d'une source de revenus et justement vous vous posez la question de savoir où trouver de l'emploi. La prochaine rubrique sur notre liste, c'est emploi. Tout de suite. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther. Comment vous allez? Ok. Alors, je crois qu'il y a des jeunes à la maison qui sont vraiment intéressés de comprendre ou de recevoir le message que vous vous apprêtez à leur donner. Alors, de quoi on va parler? Oui, aujourd'hui, on a un emploi de récolte. D'accord, nous vous écoutons. Je demanderai à la régie d'afficher l'emploi pour que ceux qui nous suivent de l'autre côté de l'écran les aient. Alors, le programme des récoltants sont axés sur la production durable, le marché inclusif et l'environnement favorable qui s'appuie sur une approche systémique de changement et des savoirs complémentaires. Le projet intègre des croissances agricoles dont le GRADAC a l'ambition initiale d'aménager plusieurs périmètres rizicoles d'envergure dans les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, permettant ainsi à 30 000 nouveaux riziculteurs familiaux d'accéder à des périmètres irrigueux et d'augmenter aussi le nombre de riziculteurs bénéficiaires du projet de 25 000 à 5 500 ménages rizicoles. Et pour ce faire, il est prévu de recruter 3 techniciens en génie rural spécialistes des aménagements hydro-agricoles qui seront basés à Bukavu, Fizi et Kalemi. L'objectif de ces postes consiste à contribuer à l'amélioration de la production du riz paddy à travers une gestion rationnelle de l'eau dans les différents bassins de production du riz des provinces du Sud Kivu et de Tanganyika. La personne recrutée assurera en collaboration avec les pôles communication la stratégie de transfert de connaissances issues de ces différents programmes. Elle sera étroitement impliquée dans le déploiement et l'animation de la stratégie de capitalisation. Elle aura comme responsabilité produire une note technique proposant le plan d'ensemble, coupe, vie et des chemins d'aménagement hydro-agricole en matière de réseaux d'irrigation, de réseaux de drainage, de réseaux pistes de circulation, la superficie totale, la superficie aménageable, la situation foncière et d'autres émissaires potentiels. Faire des études de conception et des évaluations qualitatives des ouvrages de moindres envergures. Procéder à l'évaluation du potentiel des ressources en eau mobilisables, les rivières et autres potentiels émissaires naturels qui alimenteront les périmètres rizicoles. Et comme qualification, être titulaire d'un diplôme de technicien ou technicienne en génie rural, génie civil, de niveau bac plus 5 avec un minimum 5 ans d'expérience professionnelle en aménagement hydro-agricole.
Avoir une bonne connaissance et maîtrise des logiciels de dessin comme AutoCAD et Covadis. Avoir une expérience dans la gestion de projets d'urgence, la collaboration avec les entreprises et le bureau d'études. Être capable de travailler sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe. Être capable de travailler de concert avec sa hiérarchie tout en gardant une certaine autonomie. La date limite de réception des candidatures est pour le 15 avril 2020 avec 3h59 et le dossier doit être envoyé uniquement à cette adresse email ricolto.procurement@ricolto.org, si je peux le répéter pour une meilleure audition. ricolto.procurement.ricolto.org. Et le dossier doit contenir une lettre de motivation manuscrite, un CV détaillé et à jour, et une copie des diplômes et attestations pertinentes. Alors, bonne chance à tous. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Alors, est-ce que vous aurez un conseil ou un mot à adresser à quelqu'un qui se trouve répondre aux différents critères, mais qui hésite quand même parce qu'il se dit il se pourrait que les personnes censées occuper ce poste ont déjà été choisies, c'est juste une farce. Non, mais on dit, il y a un adage qui dit qu'il ne tente rien à rien. Essayez. Si vous vous sentez capable de travailler, arrêtez un peu avec le débat politique de football. On le sait déjà, tout le monde est au courant de tout, de tout ce qui passe, de tout ce qui se passe au pays. Tentez votre chance, travaillez, parce que en travaillant, vous serez à mesure d'être respecté dans la société. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci, c'est moi qui vous remercie, Esther Mpinda. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, c'était là, emploi, diversité des langues, diversité des cultures, diversité des parcours. Sur quoi nous avons braqué nos projecteurs aujourd'hui? Découverte, c'est tout de suite. Maria Maba, bonjour et bienvenue. Bonjour Esther, merci. Alors, découverte, sur quoi tu as braqué tes projecteurs? Alors aujourd'hui, nous allons parler du peuple Lendu. Nous t'écoutons. Alors, le peuple Lendu, nous sommes une population de langue nilo-saharienne vivant principalement dans la province orientale de la RDC et plus particulièrement dans les districts de l'Ituri, à l'ouest et au nord-ouest du lac Albert. Puis il y a aussi quelques communautés de Lendu qui vivent également dans la frontière ougandaise et soudanaise. Issus du groupe soudanique, classifié par la Société internationale de linguistique, il y a aussi des tribus voisines comme Lubara, Logo, Mangbetu, Manvu, etc. On rencontre également les différentes formes des Lendu selon les sources et contextes. Alors nous avons les Balendu, les Alendu, Balendru, Balegu, Walendu et Chilendu. Alors, ce qui concerne les langues, les Lendu parlent Lendu, qui est une langue nilo-saharienne qui fait partie du groupe oriental des langues soudaniques centrales. Ils sont au nombre de 761 000 locuteurs et 750 000 en RDC et 11 100 en Ouganda depuis 2002. Alors, l'explorateur Samuel White Baker, selon lui, la tradition orale Lendu et les données archéologiques indiquent que les Lendu ont migré parce que les Lendu ne sont pas originaires de la RDC. Ils ont migré à partir de la vallée du Nil blanc depuis le Xe siècle avec un nombre insuffisant de petits détails des produits de l'agriculture en provenance du Soudan. Puis ils se sont rapidement installés dans le territoire de Mahagi jusqu'à Geti, mais les Lendu ont été chassés en XIXe siècle par les Alours armés de fusils arabes pour s'installer finalement dans le territoire des Djoub. Alors quelles ont été les raisons de leur déplacement? Il faut retenir que tout peuple appelé soudanais avait quitté le plateau situé entre l'Éthiopie et le Soudan du sud vers le XIVe et XVe siècle pour s'installer au Soudan central et oriental pour cause de rareté des terres arables, parce que les Lendu sont des agriculteurs. Ils ont quitté le nord, centre, sud, passant par le Nil,
jusque dans la province orientale. Ils sont installés dans les territoires de Mahagi et ils ont été chassés. Puis finalement, aujourd'hui, les Lendu vivent dans les territoires des Djougou. Voilà. Merci beaucoup, Mariamaba, Merci beaucoup. pour cette découverte. Je crois que notre culture générale a été enrichie. Merci. Énormément, merci. Merci beaucoup, José. Alors, nous nous approchons de la deuxième partie de cette émission, donc les débats ou le temps d'échange. Mais avant cela, prenons une petite chanson pour nous détendre et retrouvons-nous tout juste après. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission. Donc, j'accueille pour vous Jonathan Roth. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes entrepreneur et vous êtes aussi dans les actions humanitaires ou les œuvres caritatives. Exactement. Ok. J'accueille aussi pour vous Monsieur Prince Israël Kabea. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez une licence en microfinance et une licence en entrepreneuriat. Justement. Et vous avez aussi écrit un livre. Évidemment. Ok, nous y reviendrons. Bonjour Nathan Mambi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes analyste social et politique, mais aussi vous êtes juriste en formation. Bien évidemment. Bonjour Jemima Bolumbu, ou rebonjour. Bonjour Esther Mpinda. Alors, comme les téléspectateurs peuvent bien s'en douter, vous êtes journaliste. Ah oui. Mais autre chose, vous êtes dans l'entrepreneuriat aussi. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger sur les phénomènes enfants vivant dans la rue. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, prenons notre dernière rubrique. Sur Internet, il est fort possible de regarder plus d'une fois le même contenu du moment qu'on le trouve intéressant. BuzzNet, c'est tout de suite. Alors, BuzzNet d'aujourd'hui, nous avons une petite vidéo qui, je crois, illustre quand même assez bien le sujet autour duquel nous allons débattre aujourd'hui. Est-ce émouvant? Est-ce inspirant? À vous de voir. Je demande à la régie de nous proposer cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Hey, comment tu vas? Némi, Parfois, quand papa t'appelle, tu ne réponds pas. Tu dis il te fatigue. Il exagère. Quand tu reçois l'appel de maman, tu ne réponds pas. Parfois, tu renvoies l'appel. Tu dis elle abuse. Elle te fatigue. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui donneraient tout pour recevoir encore ce genre d'appel? Mais malheureusement, ce sera plus possible. Parce qu'il y aura encore ce genre d'appel. Mais malheureusement, ce sera plus possible. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Tu veux savoir la valeur d'un parent? Demande à un orphelin. Toi à qui Dieu a fait grâce que tu as encore tes parents en vie. S'il te plaît, comble-le d'amour avant qu'il ne soit trop tard. Réponds à chaque fois qu'il t'appelle. Parce que tu ne recevras pas cet appel toute une vie. C'est le rêve des millions d'enfants. Les parents, ils sont... Alors, de retour sur ce plateau, nous venons de suivre cette vidéo. Très rapidement, je voudrais faire le tour de cette table pour savoir, Jonathan Roth, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Voilà, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est très important. On a un peu grandi aujourd'hui, on a du mal aujourd'hui à répondre à nos parents, compte tenu de nos préoccupations, tout ce qui se passe aujourd'hui à la société. Alors il s'est fait qu'on se tourne beaucoup plus à la société qu'à des personnes qui sont chères. Et c'est là qu'on se rend compte que l'importance, surtout bien plus que qu'on perd un être cher, c'est en ces moments qu'on se rend compte que la vidéo ici elle est inspirante, elle est touchante. Qu'en est-il de vous, Monsieur Prince? Bon, je suis d'accord avec elle. Hein. Vous savez, comme je le dis souvent, pour connaître l'importance de ses parents, il faut vivre avec des orphelins. Et moi, je me rappelle, une fois j'étais en déplacement, et à chaque fois que je recevais l'appel de mon père ou de ma mère, c'était vraiment très intéressant. Et des fois où quand tu te rends compte qu'il y avait des appels manqués, la première des choses qui revient en tête, c'est de rappeler, savoir pourquoi ils m'ont appelé, est-ce qu'il y a urgence, il y a un problème. Et vraiment, et quand je suis retourné à la maison, je me rappelle, cette nuit-là, on a parlé avec mon père de 20h à 0h. C'était vraiment intéressant et je suis d'accord à la vidéo. Merci beaucoup.
Nathan Mombi, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même de voir un appel de papa ou maman et puis tu fais « Ah mais c'est quoi encore le problème ?» Oui, bon, déjà, je suis totalement d'accord avec le message que cette vidéo nous transmet aujourd'hui. Bon, il est arrivé des moments où les parents appellent, mais suite à des préoccupations, suite à certains engagements, alors on a du mal à répondre aux appels. Mais seulement, cette vidéo nous interpelle en tout cas assez que nous puissions profiter de leur présence du moment où ils sont encore là. Parce que peu importe les âges que nous pouvons avoir, nous sommes encore enfants. Nous sommes toujours enfants auprès de nos parents. Et ça nous encourage aussi à continuer davantage avec cette habitude de toujours être en communication avec les parents, peu importe les engagements que nous pouvons bien avoir. Merci beaucoup. Gemma Bolumbu, un avis? Alors, moi, personnellement, je suis vraiment touchée. Comme l'a dit Monsieur Prince, il faut vivre avec les orphelins pour comprendre cette vidéo. Personnellement, je suis orpheline et le fait de voir ça, je donnerais tout pour avoir mon père maintenant là. Et moi, je donnerais un conseil à tous ceux-là qui ont encore de père, de mère à leur côté. Généralement, aujourd'hui, c'est la culturation parce que nous voyons des films, on dit « Papa, tu me tapes sur les nerfs, maman, tu me tapes sur les nerfs » et on veut juste faire comme eux. Mais pour vous qui avez encore un père à vos côtés, en tout cas, prenez-en soin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, phénomène enfant vivant dans la rue, à quoi ça renvoie exactement, Jonathan Roy? Je dirais ça renvoie beaucoup plus à des enfants qui sont en train d'exprimer aujourd'hui à la rue, des enfants aujourd'hui qu'on considère comme Shege, Luna et tout comme ça, des enfants qui dorment à la rue. Alors, ça un peu beaucoup, de plus en plus, chaque année on est en train de prendre un peu un certain volume et de l'ampleur aujourd'hui, on en voit. Et peut-être on a envie de faire quelque chose, mais on n'a peut-être pas de capacité de le faire. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Qu'en est-il de vous? À quoi ça renvoie lorsqu'on parle du phénomène enfant vivant dans la rue? Bon, phénomène enfant vivant dans la rue, quand on parle de ça, personnellement, je fais allusion à ces enfants-là qui, d'un côté, passent du temps dans la rue. Ils sont là, ils n'ont pas de famille, ils sont peut-être en rupture avec la famille. Et ils se trouvent dans la rue et ils cherchent quoi faire, comment se nourrir, se prendre soin. Il y a aussi de ces enfants-là qui, la journée, il est dans la rue et le soir, il fait le travail. Il y a des ceux aussi qui, la journée, il est à l'école et le soir, il sort pour mendier. Merci beaucoup. Jonathan Mombi, Monsieur Prince a donné quand même beaucoup de détails. Donc, il y a de ces enfants qui vivent là, il y a de ces enfants qui viennent pour mendier et puis repartir. Est-ce que les enfants qui fuguent leur maison peuvent aussi être considérés comme enfants vivant dans la rue? Parce qu'il y a de ces enfants qui, à des périodes, ils sont dans la rue, est-ce qu'ils sont dans ce même cadre-là? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais... d'une manière ou d'une autre, essayer de définir un tout petit peu ce contexte enfant de la rue. C'est un enfant de la rue, c'est un enfant qui a comme lieu, qui a pour lieu de vie et de survie la rue. Okay. Alors, ces enfants-là, de par cette petite définition, peuvent aussi être considérés comme enfants de la rue. Parce que là, ils ont comme moyen de survie la rue. Mais ils vivent chez eux à la maison. Il y a aussi de ceux-là qui vivent et survivent, dans la rue. Eux, par exemple, ils sont là. Le matin, chez eux à la maison, ils quittent la maison, ils s'associent avec les autres qui sont à l'extérieur afin de mendier ou faire quoi que ce soit qui se rapporte avec la rue. Donc, je pense que ces enfants-là peuvent aussi, dans le cas, être considérés comme des enfants de la rue. Merci beaucoup. Gemma Bolumbu, Jonathan, en parlant, il a cité, il y a un nom par lequel on qualifie ces enfants, donc notamment Shege. Ok. Shege, Anna. Tout qui non, on est français que moi, et que moi, on va être bilingue pour permettre à tout le monde de nous comprendre. Alors, Shege. Alors, Shege, comme tu l'as dit en lingala, les Kinois les appellent ainsi, mais ce sont d'abord ces êtres-là faibles, âgés, moins de 18 ans, parce que ceux-là qui ont déjà 18 ou plus, on ne va pas dire que ce sont encore des enfants, ils sont assez matures, mais Shege, ce sont ces êtres faibles que nous voyons dans la rue un peu chaque jour, et puis dont le nombre ne fait que s'accroître.
lelo shege eza mwana nyonso tomona na balabala sans connaître de cause tobengi kaka shege, on les appelle ainsi pour enfin eza kombo topesi bango. Du coup aujourd'hui à Kinshasa, shege c'est tout enfant qui dort dans la rue, qui est là avec une tenue sale et tout, on les considère comme des shege. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, je voudrais me retourner vers vous pour savoir qu'est-ce qui pousse ces enfants à se retrouver dans la rue, justement. Alors, on ne dira pas qu'il y a quelque chose qui leur pousse carrément. Il y a plusieurs choses, s'il faudrait le définir comme ça. Alors, il y a plusieurs effets, plusieurs circonstances qui poussent ces enfants-là d'être à la rue. Et l'une de causes qu'on a l'habitude de citer, c'est beaucoup plus la séparation familiale, qui la plupart des temps pousse ces enfants à la rue. Alors, selon certaines statistiques, selon certains experts, nous fait comprendre que plus ces enfants n'ont plus un responsable au-dessus d'eux, ils se sentent menacés chez eux. Alors du coup, ils se confient facilement à la rue parce que la rue, c'est un lieu qui accueille tout le monde, qui éduque tout le monde, qui fait grandir tout le monde, qui apprend à tout le monde comment vivre dans la société, même avant qu'ils puissent devenir adultes. Alors c'est comme ça que les enfants se confient beaucoup plus à la rue. Merci beaucoup. Monsieur Prince, qu'en est-il de vous? Quelles sont les causes qui poussent les enfants à quitter leur maison et à se retrouver dans la rue? Parler d'une cause, c'est un peu difficile parce que ces phénomènes à fond de rue a de multiples facettes. Déjà, moi, je pense que la combinaison de facteurs familiaux, socio-économiques, politiques, tout consort, explique mieux la raison pour laquelle ces enfants peuvent se trouver dans la rue. Puisque vous voyez, il y a des milieux où il y a la guerre. Un enfant peut être là parce que quand on parle d'enfant, on voit un jeune être humain en période de développement dépendant des adultes ou bien des aînés. Et déjà, quand il se retrouve que dans sa maison, dans sa famille, il a perdu son père ou ses parents lors de la guerre, directement, il ne sait où aller. Il se retrouve dans la rue, vous voyez un peu. Donc, dire une seule cause, pratiquement, c'est difficile. Moi, je pense que il y en a tellement beaucoup, comme la guerre et comme de conflits au niveau de la famille. Il se peut que maman est partie si tôt, papa a pris une autre femme, et la deuxième femme qui vient et dit que bon, moi, nous, dans cette planète, à chose grave, le père de l'enfant aussi admet que moi, alors si toi, le parent de l'enfant, tu dis que ton enfant est donc toi, parent, tu es qui? C'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Alors, qui sont le plus à plaindre dans cette affaire, Nathan Mambi? Est-ce le gouvernement pour passe, on a parlé ici des facteurs économiques, passe les Kimingi, donc la pauvreté ou la précarité pousse ces enfants dans la rue, ou les problèmes sociaux, notamment familiaux, dont Monsieur Prince a fait mention ici. Est-ce que les apôts maman et Moinondoki Toché Libanda, qu'est-ce qui est à la base? Qui sont à plaindre ou qui devons-nous incriminer lorsqu'on parle de ces phénomènes? D'une part, on pourrait rejeter la faute aux parents et d'autre part au gouvernement. Pourquoi aux parents? Bon, déjà, suite à certaines causes qui font assez que nous ayons aujourd'hui les enfants de la rue, nous avons par exemple la dislocation de foyer. Quand les parents se séparent, certes, les parents peuvent se séparer. Oui, bon, il y aura toujours un parent qui aura la charge des enfants. Mais cela ne veut pas dire que quand on se sépare, il faut que nous puissions devenir irresponsables face à ces enfants. Parce que finalement, ce sont nos enfants. Mais peut-être que suite à nos problèmes, les problèmes qui nous lient au mariage, par exemple, ne permettent plus assez que nous soyons ensemble, mais pas pour rejeter les enfants, je pense. Alors, les parents devraient aussi, à ce stade-là, être responsables. Certes, par exemple, c'est le père ou la mère qui peut prendre la charge des enfants, mais il doit aussi suivre l'éducation de ceux-là, donc des enfants. Il y a aussi le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que l'article 41 de notre Constitution charge le gouvernement à prendre en charge, passez-moi le pléonasme, prendre en charge les enfants en situation difficile. Qui sont les enfants en situation difficile? Ce sont les enfants qui... Ce ne sont pas le fait des enfants qui sont dans la rue, mais par contre, ce sont les enfants qui souffrent peut-être des dislocations de foyer. Ce sont des enfants qui souffrent
du non-assouvissement des besoins primaires causés par leurs parents. Mais ça ne veut forcément pas dire que ces enfants-là ont quitté la maison. Alors déjà, quand il y a une telle situation qui se présente, le gouvernement devait être responsable quant à ce. Merci. Donc déjà, là, je pense que la charge ou la faute devrait être partagée. Et les parents et le gouvernement. Alors, comme ils ont tous dit, la responsabilité est partagée. D'un côté, il y a les gouvernements, de l'autre, il y a la famille. Et je vais ajouter aussi les enfants par moment. Okay. Ça va vous étiquer. Pourquoi les enfants? Il y a ces enfants qui sont influençables. À Monica Rabatunandela et Yepa Ligna Kenandela a commencé à vivre. Mais quand je parle de la famille, il y a l'éclatement de foyer par moment. Vous avez, M. Prince a parlé tantôt des papas se séparent des mamans et il y a l'autre maman qui vient à comment traiter moi dans la kindo qui est autre. Ces côtés-là, et les gouvernements, comme vient de le dire Nathan Bambi, parce que dans ces pays où il y a des maisons de recueil où l'on recueille ces enfants-là et on les regarde, des enfants en condition, exposés comme ça, oui, en situation difficile, d'où la responsabilité partagée entre nos familles, où l'on retrouve déjà plusieurs causes, des mauvaises traitances, tant d'autres, la situation économique par moment, les trucs des sorcelleries, l'éclatement de foyer, et de l'autre, nous avons le gouvernement. Merci. Donc la responsabilité est partagée entre ces trois personnes-là. Vous avez une réaction? Oui, en fait, je voulais répondre là oui. Par rapport à quelque chose qui m'est... Je vis l'autre côté. En fait, vous savez, il y a quelque chose qui me surpasse. Il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue, non pas parce que les parents sont morts, parce qu'il y a la pauvreté à la maison. Okay. Ouais, quelqu'un n'a pas assez de moyens pour assumer toutes ses responsabilités. Vous allez voir, il a 10 enfants. Ça pose problème. Voilà un peu. Et par conséquent, lui-même, d'ailleurs, ne connaît pas le nom de tous ses enfants. Et les enfants cherchent maintenant comment survivre. Il sort à l'extérieur pour manger. Moi, j'en ai rencontré plein. Personne moi, 1000 francs. Toi, tu restes où? Toi, tu as parlé, non, papa, Zalui, maman, mais pourquoi tu viens ici demander? Voilà un peu. Oh non, le Waroli est athée. Tout ça contribue à ça. Jonathan, souvent lorsqu'on parle du phénomène enfants vivant dans la rue, et notamment les enfants sorciers, on incrimine l'Église. Parce qu'on dit que tout ça vient de l'Église. Alors, j'ai oublié de préciser, durant votre présentation, vous êtes serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ça devient compliqué. Grave. Mais après, je dirais... la responsabilité vient de l'Église comme aussi de parents. Parce qu'à un moment donné, si on dit que forcément c'est de la faute de l'Église, on sera aussi en train de se tromper. Mais aussi, je dirais, forcément, c'est pas... la plupart de cas qu'on a rencontrés, beaucoup plus quand on était enfant, on regardait la télé, on voyait plein des théâtres congolais auxquels ça parlait, tel qui vient de dire que cet enfant était sorcier, et puis voilà, ça partait à l'éclatement. Alors, la plupart des responsables de l'Église ou de personnes de l'Église viennent donner de tels messages pour enterrer ou quelque chose. Alors, moi, je me dis, la faute vient de l'Église, d'un part aussi de parents. Parce que la Bible dit que accepter la prophétie, c'est bien d'accepter la prophétie, de ne pas refuser la prophétie, mais j'aime bien la partie finale qui dit aussi de l'examiner, parce qu'il y a des choses bonnes à prendre et il y a des choses mauvaises à prendre. Par exemple, la prophétie n'a pas pour but de séparer une famille ou de créer un trouble au sein d'une famille. Alors si elle commence à créer des troubles, c'est que ça veut dire qu'elle ne vient forcément pas dédiée. Alors c'est une chose de mettre carrément à côté et de la rejeter. Merci beaucoup. Nathan Mambi, quelles sont les conséquences justement de ce phénomène? Ou quels sont les dangers auxquels ces enfants font face? Avant que je réponde à la question, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qui est très rapidement. Que la faute revient aux enfants aussi. Je crois que Israël vient de le dire. Il a donné un exemple qui est en tout cas pertinent d'un parent qui a une faible rémunération, mais qui se permet quand même de mettre au monde 10 enfants. Comment prendre en charge ces enfants? Ces enfants sont aussi coupables de leur venue sur terre. Je ne pense pas. La faute revient totalement aux parents à ce stade-là. Et quand on parle des enfants de la rue, les chégués,
On fait allusion, à moins que je me trompe, aux mineurs. Et de par leur tranche d'âge, ils sont irresponsables de leurs faits. Et ce qui leur arrive... C'est un juriste qui le dit. Ce qui leur arrive dans la société, en tout cas, eux, ils sont irresponsables quant à ce. Je reviens maintenant à la question posée, s'agissant des conséquences. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le phénomène Kuluna. On ne dit pas que tous les Kuluna sont forcément les enfants de la rue, non. Mais une grande partie, oui. Parce que ces enfants ont été dans la rue sans éducation, sans encadrement, alors ils vont se vouer au banditisme. Il y a le vol, il y a même le meurtre, si on peut le dire, hein. Il y a même des écuries, si on peut les appeler comme ça, des écuries des assassins, qui sont créées à cause de... Donc, ça cause l'insécurité. Bref, voilà. Bref, l'insécurité qui est causée. Donc, c'est un peu ça. Donc, plusieurs antivaleurs causées actuellement sont, pour la plupart, à cause de ce phénomène des enfants de la rue. Merci beaucoup, Jemima Bolumbu. Quelles sont les conséquences de ces phénomènes? Les conséquences sont multiples. Pour les jeunes filles, par exemple, il y a aujourd'hui le taux de prostitution qui est élevé. Et nous voyons aujourd'hui plein de filles dans la rue avec des enfants. Des phénomènes filles-mères. Cela provient d'où? Parce que quand elles sont dans la rue, il y a ceux-là, certaines sont violées, certaines sont brutalisées, il y a tellement d'abus sexuels. Et Nathan Bambi venait de le dire, côté Kuluna, enfin, les délinquants, les bandits communément appelés Kuluna, ces enfants-là n'ont pas d'autre choix. Parce que quand tu es dans la rue, tu peux dire, enfin, aujourd'hui on te donne, demain on te donne, tu peux demander, tu peux quémander et autres. Mais tu finiras par voler pour continuer à survivre. Il y a ceux-là, dont au début, qui ne volent pas d'abord. Mais après, ils acquièrent l'expérience à colis, comme on les dit, à comi juja, comme les Kinois les disent. Du coup, les taux sur les vols deviennent élevés. Ce sont des conséquences vraiment néfastes. Il y a le phénomène fille-mère qui bat son plein. Voilà un peu. Jonathan, est-ce que vous avez comme ça des conséquences ou des choses que vous avez observées dans la société et vous dites que ce qui se trouve derrière ces choses-là, c'est justement le phénomène enfants vivant dans la rue? Bon, je dirais vraiment, ils ont presque tout dit. Mais après, moi, je me dis, il y a aujourd'hui les enfants de la rue, ceux qui sont devenus, c'est grâce vraiment à nous. On n'a pas pris soin d'eux. Surtout beaucoup plus, l'État ne prend pas soin d'eux. Alors, ça les expose à tout ce qui est anti-valeur. Et surtout en quoi ils sont exposés, ça leur attire beaucoup plus aujourd'hui. Il manque aussi de contentement. Les enfants ne se contentent plus de ce qu'ils ont. Tu te rencontres avec quelqu'un et du coup ça t'influence d'office avec la génération, notre génération. On avance tellement vite, il y a tellement de nouveaux trucs, il y a tellement de technologies qui progressent facilement. Alors du coup ça poussera toujours quelqu'un, surtout un enfant de la rue, à voler, à prendre des trucs, à devenir un criminel. Aujourd'hui, on entend qu'il a commencé à tuer des gens. C'est justement à cause de ces contentements, de ces manques de contentement-là. Je vais poser la question à M. Prince. Est-ce que l'évolution technologique a quelque chose à voir dans tout ça? Ou est-ce que l'évolution technologique pousse encore plus ces enfants-là vers les antivaleurs? En quelque sorte, non. Dans le sens où je ne vois pas quel lien il peut y avoir entre la technologie et les enfants. Par contre, ça contribue aux conséquences dans le sens où un enfant voudrait avoir aussi un téléphone Android, mais il ne sait pas comment en avoir. Il a de l'autre côté, on a acheté à son voisin le téléphone et lui, directement, il pense la meilleure des solutions pour lui pour faire ses vols. Ouais, dans ce sens-là, je pense oui. Alors, nous avons été sur terrain, nous vous avons posé la question de savoir quelles sont les causes de ce phénomène et quelles sont les conséquences. Prenons vos avis, puis retrouvons-nous tout juste après sur ce plateau. Leurs parents. Ils ont leurs parents, c'est la manque de responsabilité de ces parents-là que ces enfants se retrouvent dans la rue. Et ce sont des enfants qui ont le droit aussi de l'éducation. Parce que nous avons aussi un gouvernement. Le gouvernement peut s'en charger aussi de prendre ces enfants-là, de les ramener dans un centre de rééducation. Il y a plusieurs centres ici à Kinshasa parce qu'ils ont aussi le droit de vivre, ils ont aussi le droit d'étudier. Et les églises aussi doivent aussi s'en charger, aussi, ils doivent prendre aussi la part de ça.
l'Église aussi a sa part pour ces enfants-là. Parce que ce sont des enfants, ce sont des enfants. La plupart des enfants-là que vous voyez dans la rue, ce sont des enfants de 6 ans, 5 ans. Et quand ils grandissent, c'est une bombe pour la République et pour la population. Parce que ce sont des bombes retardées. Tant que vous les laissez là dans la rue, ils grandissent et ils grandissent. Et le lendemain, ils deviennent des voyous qui commencent à casser des boutiques, des magasins. C'est parce qu'ils n'ont pas eu ces gens-là pour les réencadrer. C'est ça. Et quelles sont les pistes de solution? La solution, je crois que nécessairement, la religion aussi peut venir aussi intervenir. La prière. Entre bango na bango. Bana na bango wana babota lisusu po bakoma bakoko na bakokolo ya ba shege. Ndo moni lelo soki okena tous les coins ya Kinshasa okuta ba fazer bazo zala o bazo benga ba shege bazo zala trop. Tala neti na poids lourd wana. Tala poids lourd wana mobimba wana ti pakadu maleka pakadu maizana ba place mususu bakoma benga ngo soki na habite soki eza comment bazo benga place so oleki pakadu makana long wana okuta ba fazer baza wana ebele var même bazo kende ba pikoli mutu kabelo na mutu téléphone azo ya no normal aye azui téléphone na mutu population baza wana bazo leka bazo sala bango eloko moko te nde cause oyo esali ke bana wana bazo lelo var ba misusu bakoma kokima ndako na influence wana ya moni fazer aza na facilité moi $50 $20 akoko ya pe na sheta akoko ya pe na nini na takalu donc azo panza pe baboki ya bakanti wana ebele balandeli eboye lox badare valoriser ki bango na tabo so landi banzeko na biso akala omona babwaka ba petit alors chete ya mama petit bon nayebi que l'état na biso soki azwi pena conscience l'état azwi pena conscience okosante mama quelque part le malheur est bon tozonga ata na temps kanyama eza te na lobi ke kanyama ya te banini teza na bato pe baleki kanyama na esprit seria opération likofi bien que droit de l'homme apena za moto ya droit de l'homme bien que droit de l'homme ezozala ma air moko ezosenga na mboka na biso pe discipline ezala mais discipline ezozala na mboka na biso te ezosenga bato baleki kanyama wana lelo na esprit baya mpona kotia discipline na kati ya ville kende na boulevard okuta bapeti wana bazotambola 5-6 soki bakutani na yo moko to bino mibale babimisi machete ozo comprendre babimisi machete otalika bongo laki sac ekei mais soki penda l'état na biso azui décision amba na mbujima etomona ngoti na mbujima soki okelelo benga mbujima otuna soki fazer a existaka susu mais bazalaka baboma bango na ndenge moko ya mukete botuna kaka bakoyebisa bino baboma bango donc lelo oyo basalaka suma sekite ata awa na mboko oyo soki biso pe peuple totikela kaka la police te biso moko soki tozwi pe conscience ke babotoli mutu telefone tokangi bana wana tolandi bango tokangi bango tobotoli bango tomemi bango na la police bien ke batikaka bango ke réseau ezalaka yo aza na baparate nini te batiki ye mais soki biso moko tokangi tobotoli telefone wana totike na la police do biso solution ekomona mais l'état ye moko nde mutu aza à la base ya kotia fin ya makambo oyo. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, alors vous venez de suivre les avis des personnes rencontrées sur terrain. J'aimerais rebondir toujours en matière de, je sais pas dire, en matière des causes. À un certain moment dans la ville, on a eu à incriminer, on va dire, une église, une confession religieuse ici en RDC, comme quoi ce sont les enseignements donnés par cette église qui ont mené les gens à, on va dire, qui ont causé tout ce qu'on vit aujourd'hui, notamment avec le phénomène enfants vivant dans la rue. Jemima Bolungu, vous avez fait partie de cette église ou vous y êtes toujours? Alors, je suis toujours. Une rectification, c'est pas une église d'abord, c'est un ministère. Un ministère qui égorge les chrétiens de plusieurs degrés. D'accord, oui, c'est le ministère. Oui, d'accord, j'en arrive. Vous allez rebondir, mais laissez-moi vous poser la question. Allez-y. Donc, est-ce que c'est l'enseignement du ministère qui a fait défaut ou la compréhension des membres? Je pense que c'est la compréhension des membres.
Alors, c'est quoi l'enseignement là d'abord? Faut donner l'enseignement. D'abord, très rapidement. Je vais revenir sur quelque chose qu'il avait dit. Enfin, son nom m'échappe. Jonathan Rolf. Jonathan Rolf. Ok. Sur quelque chose qu'il avait dit, la prophétie. Enfin, c'est bien, mais examiner, c'est ce qui est mieux. Alors là, les gens ont traité, ils ont pointé du doigt les ministères chrétiens du combat spirituel qui étaient chapeautés par le couple berger Olangui, où l'on voit papa et maman Olangui. Aujourd'hui, plusieurs Kinois l'ont dit, maman Olangui, abo mama bala, akomisa bala bandoki. C'est comme ça qu'on les dit. Je dirais que c'est faux. Moi, je suis d'une famille où, enfin, papa, maman, et puis on côtoie nos cousins, nos cousines, parce que l'on dit souvent que Kuna, cousin basoli sakate, tantine basoli sakate, oncle, c'est faux. C'est faux, il faut examiner. L'enseignement, c'est, enfin, il y a des liens. Il y a des liens, tu es chrétienne, tu sais qu'il y a des liens. Maman Olangui n'a fait que prêcher la parole pour démontrer aux gens qu'il y a des liens. Mais les problèmes se situent plus... Des liens. Aujourd'hui, Esther Pinda, il faut expliquer bien pour comprendre. Quand Maman Olangui prêchait jadis, aujourd'hui, mais aujourd'hui, et comme une destruction des hôtels, jeter les noms. Et comme il prière Nini. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle a montré la voie. Elle a soulevé un point très important que les gens, les lots, même l'église, pourquoi? Elle a juste montré la voie. Les problèmes se situent plus au niveau de la compréhension. Merci. Parce que même dans nos universités, professeur a quelque chose à la ici. Mais la manière dont nous avions compris, que non, il y a famille, famille. Vous n'allez pas dire que c'est maman là qui a dit aux gens, rejetez vos familles. Monsieur Prince, vous avez une réaction? Je voulais répondre là-dessus. Okay. Bon, déjà, nous devons savoir ce que l'Église dit, entre guillemets, prophétie. Elle peut être 100% vraie, tout comme 100% fausse. Évidemment, elle peut aussi être 50% vraie, 50% fausse. Donc, nous devons examiner. Alors, parler du ministère, moi je pense que si nous essayons d'y entrer, on pourra avoir tant des avis contraires. Par rapport aux enseignements, je dis sans calculer d'homme de Dieu, autour des liens, autour des destructions des hôtels, tout consort, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un vent terrible de notre pays autour des enseignements liés à la Bible. Voilà, il y a des sécrétismes, mélanges. Il y a des gens qui ils prennent d'autres doctrines et ils viennent prêcher ça derrière la Bible. Ça complique un peu. Voilà, je pense que si on doit revenir là-dessus, on aura des avis énormes contraires. Je veux juste rebondir là. Je suis pas totalement d'accord avec ces gars. Parce que, non, c'est logique, je crois que j'ai mes raisons. Parce qu'en réalité, en tant qu'homme public, personnalité publique, il faut savoir que nous sommes influenceurs. Nous influençons facilement le public. Il y a des personnes qui sont oui et amen à tout ce qu'on dit. Donc il suffit que je puisse dire, je donne un exemple, c'est un exemple, on peut être cher, que ta tante est sorcière, quelqu'un d'autre va prendre ça pour dire que vraiment ma tante est sorcière. Donc pour des personnes pareilles, il faudrait, moi je dirais en tant que leader, il faudrait peser le mot que nous sortons, surtout en pleine... Merci. Alors là, je dirais que c'est juste, oui, très rapidement. C'est juste des spéculations, si on doit les appeler ainsi, parce que je n'ose pas croire que vous aviez eu à participer au moins à une séance de prière là-bas et vous aviez entendu Maman Olangui dire que oncle Nawa Zandoki ou bien tante Nayo. C'est juste des rumeurs. Mouta Lobi a mémi. Parce qu'aujourd'hui, Mouta Loba, oh non. Fati a fait ceci, mais il a évité que le président avait par exemple fait cela. Mais Moutou Akoyoka, Akomema, Oya, Moutou Aloba, qui sans savoir si cette information est vraie ou elle est fausse. Du coup, je me dis que personne d'entre eux deux, ce sont des rumeurs et des spéculations. Parce que de la même manière que vous direz qu'il y aura des avis contraires, il y a également des avis. Merci beaucoup, Gérard Bolou. En fait, c'est ce qu'elle dit, c'est ses avis. Et l'attendre parler, on comprend directement qu'elle est là. Voilà. Donc, non, pas parce que je suis là. Non, pas parce que je suis de là, mais je suis chrétienne. Personnellement, je m'abstiens pour donner mes avis par rapport au ministère. Voilà un peu. Je pense qu'on devait retourner autour des enfants. Là, je ne soutiens pas les ministères. Je parle étant chrétienne. Merci. Je suis du ministère, mais je parle étant chrétienne. Merci beaucoup, Bolumbu. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que
conditions sont réunies en RDC pour une prise en charge de ces enfants? Bon, on connaît les causes. Finalement, ils sont dans la rue. Quand ils sont dans la rue, quelles sont les dispositions prises? Nathan Mang. Oui, permettez-moi vraiment de faire un tout petit peu la synthèse. Une petite synthèse. Non, je ne serai pas vraiment long. Okay. Je pense que la vraie prière, ce sont les actes que nous posons. Nous pouvons bien prêcher la parole de Dieu, nous pouvons bien prophétiser, nous pouvons bien faire quoi que ce soit en rapport avec l'Église, mais c'est plus nos actes qui comptent le plus. Je ne serai pas vraiment long par rapport à cette intervention. Je me rappelle une fois, j'ai vu des religieuses, à l'occasion de rien, elles ont préparé, elles ont acheté tout ce qu'il faut en tout cas pour une fête. Elles se sont servies d'une salle paroissiale, d'une X-église catholique, et ils étaient là maintenant, tout au long de la chaussée. Elles ont rassemblé tous les enfants de la rue, elles les ont emmenés dans cette salle, et ils ont fêté ensemble à l'occasion de rien. Donc je pense que même ça aussi, c'est un évangile, et ces enfants ont aussi besoin de telles choses. Merci. Il n'y a pas que le Seigneur m'a dit on va faire ceci 100 jours de prière ou tout ça. Par rapport à notre pays, est-ce qu'il y a des dispositions prises pour récupérer ces enfants? Bien sûr, je crois que je l'ai dit tantôt, j'ai évoqué l'article 41 de la Constitution qui renvoie cette tâche-là au gouvernement. Donc le gouvernement a une importante tâche en tout cas à ce sujet, c'est d'encadrer en tout cas les enfants. Mais comment ils s'y prennent? Est-ce qu'ils sont déjà en train de on va dire, exécuter les lois? Ou jusque-là, tout ce qu'il faut faire se retrouve sur papier et rien n'est fait sur terre? Permettez-moi en tout cas de le dire, mais les lois ne sont que formelles. Les lois ne sont que formelles. Pas seulement à ce sujet, mais dans plusieurs sujets aussi, les lois ne sont que formelles. Mais partant de ce problème auquel nous sommes en train de débattre, le gouvernement doit travailler avec les ONG et ASBEL que nous avons dans le pays. Voilà même pourquoi leur importance. Il y a aussi des ONG qui se chargent uniquement de ces enfants. Je me rappelle, c'était en 2004, 5 ou 6, une ONG, bon, le nom m'échappe vu le temps, une ONG qui a travaillé en association avec l'ambassade de la Grande-Bretagne ici en RDC, afin de réinsérer les enfants de la rue et de les rééduquer. Ils faisaient genre, ils sont là en route, ils rassemblent ces enfants, ils les internent quelque part, et après ils entreprennent maintenant des démarches de sorte que ces enfants-là puissent retrouver leur famille. C'est aussi la part des ONG en partenariat avec non seulement cette ambassade-là, mais il y avait aussi une touche du gouvernement. Donc, le gouvernement doit aussi tenir compte de cette façon de faire les choses. Chez moi, Bolombo, Nathan Mambi a mentionné les ONG. Pensez-vous que les ONG jouent pleinement leur rôle en ce qui concerne peut-être l'accompagnement du gouvernement dans tout ce qui est situation des enfants dans la rue? On va dire suffisamment oui. Même si, dans la quasi-totalité, ce n'est pas le cas, vu que l'exception confirme la règle, il y aura toujours de ces enfants-là qui resteront dans la rue. En dépit des ONG, j'aimerais ajouter quelques personnes qui aident, qui accompagnent les gouvernements dans cette tâche-là. Il y a Weranson qui a un groupe d'enfants qui l'héberge. Hormis Weranson, il y a également la Fondation Olangi qui jusqu'aujourd'hui continue d'héberger des enfants qu'on appelle rachetés. D'où je dirais que les ONG jouent leur rôle et ils jouent pleinement leur rôle. Monsieur Prince, est-ce que les ONG jouent pleinement leur rôle? Jouer pleinement leur rôle. Bon, vous savez, aujourd'hui, je remarque personnellement, il y a des gens qui veulent créer une entreprise. Bon, il se rend compte qu'il sera taxé, il y a des impôts tout qu'on sort. Il s'est dit de faire les démarches pour être ASBEL, pour éviter les impôts tout qu'on sort. Et aussi, le problème est que il y a des gens qui visent déjà postuler aux élections qui viendront. Il s'est dit, bon, si je commence directement parti politique, bon, Bakinois, Nicolas Bazara, vraiment résistant, tout qu'on sort, on va pour bien, et ça a compliqué.
Bon, je commence une ONG et il commence avec ses œuvres. Aya Kabi 3 Polo, après 6 mois, pas, photo, paf, média. Voilà. Trop de visibilité, il est connu, il aide des enfants, mais derrière là, et puis quelques années plus tard, il devient député, tout consort. Bon, on se demande réellement, est-ce que dans ce qu'ils font, c'est pas mal, mais est-ce qu'ils jouent pleinement les rôles? Donc il y a un problème au niveau des intentions qui pousse aussi quelque part à ce qu'ils ne jouent pas comme il se doit leur rôle parce que les intentions étaient déjà biaisées. Jonathan Roll, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport aux ONG, mais à ça, je voudrais rattacher les orphelinats quand même. Est-ce que les orphelinats jouent leur rôle comme il se doit? Pourquoi d'abord ces enfants-là, ils ne veulent pas aller dans les orphelinats? Alors, compte tenu aussi pourquoi, je vais d'abord rebondir à ce que Nathan a dit, et puis je reviendrai là, et puis alors, je crois qu'il y a, j'ai regardé un article sur Internet qui parlait justement de l'évolution des enfants dans la rue, et j'ai vu il y a hausse depuis 2010 jusqu'à maintenant, de plus en plus en train de monter, et on se rend compte que l'État congolais ou le gouvernement n'applique pas nécessairement l'article 41 comme il se doit par rapport à ces enfants-là, et de plus en plus ces enfants demeurent à la rue. On se pose des questions, même si on n'y sait pas exactement, vu qu'on a changé de gouvernement, on a changé de personnalité, et on ne sait pas comment il s'y prend, on n'est pas à la politique, donc je n'y entrerai pas, j'ai resté là à la porte, mais quand même, en voyant ce qu'on voit aujourd'hui sur ce que ça nous dit les journaux, les internautes, on se rend compte que forcément le gouvernement ne fait pas excellemment leur travail, même si je juge personne. Alors, revenons sur ce qu'on est en train de parler. Je dirais que les orphelinats ou les ONG ne font pas les gens qui risquent de me lapider ne font pas leur travail comme il s'est faut, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatique, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus manque d'argent, je manque de l'argent, alors du coup je crée quelque chose, je sais qu'on va me donner de l'argent et je sais que je pourrais m'en sortir. Et aujourd'hui on a vraiment... Mais est-ce qu'ils sont tous dans ce cas-là? Non, non, ils ne sont pas tous dans ces cas-là, mais la majeure partie de ces ONG sont pratiquement dans ces cas-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on s'est dit, quand je crée une œuvre caritatif, d'office, l'État congolais ne va pas me taxer, l'État congolais ne va pas s'intéresser à me pointer le doigt à des taxes et tout comme ça. Du coup, je peux me cafouiller derrière ça et faire de l'argent comme il se faut, le business ou devenir quelqu'un. Vous avez une réaction? Bon, je voulais soulever un petit point. Quand on parle des orphelins, depuis un mois donné, je fais quelques recherches. Je me demande, après 18 ans, un orphelin, il est quelque part dans l'orphelinat en fait. Après 18 ans, apparemment, on les libère. Ces enfants vont où? Très bonne question. Ouais, puisque vous savez, le fait Koulouna, il n'y a pas que des enfants. Hein. Il y a des gens de notre âge, en Koulouna, tout qu'on sort. Mais vous allez voir aussi, ces Koulouna-là, il y a des années, il était de l'orphelinat. Ouais, un peu. Il est de l'orphelinat jusqu'à 18 ans et après 18 ans, on le libère. Il est déjà entre guillemets adulte. Pour faire quoi et il va où? Donc il n'y a pas un accompagnement après. Voilà. J'aimerais poser une question. Sous d'autres cieux, on voit quand même il y a ces systèmes mis en place. Notamment, il y a des agents sociaux qui vont peut-être dans des familles qui sont quand même assez pauvres. Ils essaient de voir est-ce qu'ils arrivent à prendre soin des enfants. Sinon, on récupère ces enfants, on les place dans des familles d'accueil, on les place dans les orphelinats, le temps que les parents sont en mesure de prendre soin d'eux. Sinon, on leur donne en adoption. Il y a aussi des centres d'accueil justement pour des enfants qui se retrouvent dans des situations difficiles et notamment des enfants qui se retrouvent dans la rue. Est-ce qu'il y a aussi ces dispositions-là ici en RDC? Nathan? Sincèrement, je ne pense pas que cela peut être aussi, soit exister ou être mis en application ici en RDC. Pourquoi? Parce que déjà, parlant des agents sociaux, nous avons des quartiers, bon, entre guillemets, pauvres. Prenons seulement le cas de Kinshasa. Est-ce que, si on pouvait par exemple faire une descente dans ces quartiers-là, poser la question aux habitants de ce quartier-là, pour savoir s'il y a, par exemple, même, dans une année, même un ou deux agents sociaux qui sont passés dans ce quartier pour avoir un peu des renseignements concernant le mode de vie de chacun. Mais ils vous diront non. Totalement non.
Et même dans des centres d'accueil qui doivent comme ça veiller à ce que les enfants soient bien pris en charge, sinon on récupère les enfants jusqu'à ce que vous soyez bien positionnés. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Pour preuve, nous avons des parents, comme on vient même de le dire ici, je crois, un des sujets qui ont été exposés ici, un parent qui n'a presque rien, qui n'a pas une forte rémunération, mais qui a par exemple 13, 14 enfants. Un parent comme ça, déjà, on doit récupérer les enfants. Mais il y a des cas pareils à Kinshasa. Il y a des cas pareils. Ce n'est pas seulement un exemple que nous avons donné, hein. Ce sont des réelles situations que nous vivons. Donc, je ne pense pas, personnellement, que ces mesures-là existent en RDC. Voilà. Alors, avant de répondre, j'aimerais un tout petit peu revenir en arrière par rapport à ce que Jonathan a dit. Alors, en ce qui est de la visibilité, je dirais que c'est pas mal. L'intention n'est pas seulement biaisée. En quelque sorte, c'est aussi pour annoncer ou faire appel à ces personnes de bonne foi qui sont dans l'ombre. Je donne un exemple. Il y a l'opération Pesa Mouninga Sourire de l'honorable Ndeko Eliezer, où j'ai assisté une fois, qui fait appel. Le fait de faire ça, ça ouvert le porte à plusieurs personnes qui sont à l'étranger, même ici en République démocratique du Congo, qui ont des moyens, mais qui ne savaient pas où, chez qui donner, comment faire pour s'y prendre. Nous, rendre visible dedans, c'est pas dire que les intentions sont biaisées ou autres. Et je dirais, on n'a pas dit que les intentions sont biaisées. Voilà un peu. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est quoi? Faire ça, c'est pas mauvais. Mais ce qui est important, c'est de bien jouer le rôle qu'il faut. Voilà un peu. Notamment, il faut de la visibilité. Parce que si on doit bien jouer le rôle, bien jouer, la visibilité de l'action ou la visibilité de la personne qui mène l'action. L'action a toujours été menée par une personne. Du coup, c'est connu là. L'action a toujours été menée par une personne. Pour bien faire la chose, on doit la rendre visible. Et quand on voit que l'action est bien menée, c'est alors que l'on accorde du crédit. Jonathan Rhodes, actuellement dans notre pays, il y a l'application de cette loi qui demande à ce que l'enseignement primaire soit gratuit. Alors la plupart de ces enfants, donc, ils sont dans la rue et ils sont en âge d'aller à l'école. Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils ont bénéficié de cette gratuité de l'enseignement? Je dirais non. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà la rue leur apprend à devenir parents avant le temps. C'est un peu comme lorsqu'on grandit, on nous expose à travailler. On dit que, j'aime bien cette citation célèbre au Congolais qui dit que le travail c'est ton père, c'est ta mère. C'est un peu comme ça. La rue devient leur papa et leur maman. Et du coup, ils sont obligés d'aller chercher que d'aller apprendre à l'école. Mais deuxièmement aussi, ils n'ont pas... Peut-être ces enfants-là n'ont pas le moyen nécessaire pour y aller parce qu'ils trouvent qu'ils sont disqualifiés déjà d'avance par rapport à ceux d'autres-là. Et en plus, par rapport à la gratuité, je dirais qu'il n'y a pas encore des dispositions bien mises en place pour vraiment prendre soin de ces enfants-là et leur amener à l'école. Monsieur Prince, vous avez un avis par rapport à ça? Je voulais peut-être préciser, il y a enfants dans la rue et enfants de la rue. C'est quoi? Voilà. Enfant de la rue, il est en rupture avec sa famille, il cherche la survie, bien tout consort ce qu'il veut faire dans la rue. Enfant dans la rue, c'est cet enfant-là il est dans la rue par moment. Il peut être le matin à l'école et les après-midi, le soir, il vient mendier, chercher un petit rien, vendre tout consort. Et c'est lui-là, moi, je pense qu'il peut, entre guillemets, bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Mais pas l'enfant qui vit dans la rue. Donc, ces enfants qui vivent dans la rue n'ont pas bénéficié de cette mesure-là. Bon, le problème est qu'ils n'ont pas de tuteur. Il est seul. Voilà. Est-ce qu'il est seul? Il va s'inscrire seul. Est-ce que là où il va, on le prend en considération? Ça pose problème. Voilà un peu. Un enfant, il est seul. Bon, le but gratuité enseignement. N'a qu'à l'école, il est gratuit. Alors, les ustensiles, uniformes, stylos, cahiers, il prend ça où? Je vais réagir. Je dirais que non seulement, à cause de Wapi, mais on va dire que ces enfants,
appelons ça Lingala. Côté 6 mois, enfin, Zagendeng Babengaka. Récemment, sur la toile, il y avait une vidéo sur les petits garçons qu'on appelle bébé Nchor, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a une personne qui s'est portée garant des l'UPE, les sacs, les uniformes et autres. Mais moi, la boyo qui est classe. Donc, ces enfants, en dépit de l'orientation, ça déjà, enfin, influence. Donc, avant de les envoyer à l'école, il faudrait peut-être une il faudrait une réinsertion, il faudrait une rééducation. Bien sûr. Essayer d'abord de les réorienter, le mettre ensemble, et retracer d'abord le nombre de ces enfants-là, essayer de les réorienter et puis après les envoyer à l'école. C'est exactement ce que Nathan Mbabi était en train de parler par rapport à l'État congolais. Déjà, vu qu'il n'y a pas de centre de rééducation, tous ces trucs, alors ça fait en sorte que ces enfants restent là sans pourtant avoir quelqu'un pour leur ramener, parce que c'est justement la charge de l'État congolais de le faire. Monsieur Prince, je le disais au début de l'émission que vous êtes auteur d'un livre, et d'ailleurs le livre s'intitule Sagesse des opportunités. Oui. Alors, quel avenir pour ces enfants? Est-ce qu'il y a des opportunités qui pourraient leur permettre de sortir de la rue? Je voulais, si je dois dire un mot, je pense que déjà, quand on parle des opportunités, il y a des opportunités qu'on rencontre, il y a aussi celles-là qu'on crée. Okay. Ouais, alors, pour savoir si ces enfants ont de l'avenir, pour savoir et découvrir les opportunités qui les entourent, moi je pense qu'il faudrait les approcher. Tu sais, la confiance avec eux, échanger avec eux, parler avec eux. C'est alors que la découverte de leurs ambitions, rêves, talents nous permettra de bien découvrir, permettez-moi de dire ainsi, les opportunités qui les entourent. Voilà un peu, puisqu'il faudrait les faire comprendre. Déjà, chaque vie sur Terre n'est pas au hasard. Chacun de nous sur Terre a sa raison d'être. Il y a toujours quelque chose qui justifie notre présence sur Terre. D'où, il faut parler avec eux, comprendre qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes de leur vie, les aider à comprendre qui ils sont, qu'ils ne sont pas là. Vous savez, je vais dire un truc. Très rapidement. Ouais. Vous pouvez être le résultat d'une grossesse indésirable. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes une erreur. Par contre, l'erreur serait de croire que vous êtes une erreur. Permettez-moi de le Donc, il faudrait parler avec ces enfants, toutes ces histoires, échanger avec eux. Puisque moi, je vois même en cours de route, de ces enfants-là qui créent de l'opportunité, entre guillemets. Ils viennent, ils font des spectacles de yoga. Et on leur paye de l'argent. Voilà, donc, il faudrait les approcher avant l'entretien avec eux. C'est alors qu'on saura comment les diriger par rapport aux opportunités qui les entourent. Merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Voilà, la télévision, c'est le temps. J'ai pas envie de vous quitter. Déjà que le bonne chose ne dure pas. Voilà. Alors, très rapidement, si chacun de vous pourrait prendre la parole et, je sais pas, donner des pistes de solutions. Est-ce que vous avez un conseil à donner à notre gouvernement? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents? Parce qu'on a parlé ici de l'irresponsabilité des parents aussi. Alors, conseil, piste de solution, c'est par là que ça se passe. Nathan Mambi. Comme conseil ou piste de solution, quant au gouvernement, je demanderai juste l'application de l'article 41 de la Constitution, qui leur envoie cette charge-là de prendre en charge les enfants de la rue. Et aux parents, peu importe la dislocation ou les responsabilités voulues ou non, que celui qui aura la charge des enfants, qui puisse être aussi responsable, surtout en termes d'éducation des enfants. Et concernant les enfants eux-mêmes, bon déjà, eux, ils sont irresponsables à ce sujet, mais pour ceux qui sont quand même un peu plus âgés, c'est la conscience. Là, il n'y a que la conscience qui ne peut qu'exercer cela. Donc. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu, très rapidement, en 30 secondes. D'accord. Alors moi, je vais plus m'adresser aux parents. Tenez plus compte de la procrastination, parce qu'aujourd'hui, vous aviez suivi, nous avions parlé tantôt de ces parents qui ont 13 enfants, 10 enfants, mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Prenez ce temps-là de faire la procrastination avant de mettre les enfants au monde et puis leur faire croire qu'ils sont une erreur. Commencez déjà par réfléchir. Très rapidement, Jonathan Wolf. Alors, moi, je parlerai, s'il faudrait le dire, je parlerai de la planification familiale. Aujourd'hui, on nous a facilité avec ça. Alors, c'est très important, mais aussi que l'État essaie un peu de créer ces centres-là qui permettra à ces enfants de retrouver un toit et aussi à leur éduquer, enfin de leur permettre de leur scolariser et
en sorte qu'il devienne l'avenir qu'on attend de demain. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Bon, moi je pense que savoir ce qu'il ne faut pas faire est aussi nécessaire que savoir ce qu'il faut faire. Alors je voudrais personnellement adresser aux parents, évitons des histoires au moins Noazando qui tout consort. C'est pas vraiment intéressant. Voilà un peu. Et aussi autre chose par rapport au gouvernement, il faudrait penser au centre d'accueil parce que parmi ces enfants-là, il y a déjà des ceux-là qui ne veulent pas et n'ont pas l'intention de retourner chez eux. Ils se disent, bon, j'étais maltraité, si je rentre là-bas, je serai encore maltraité. Nous sommes passés déjà à des effets et anéantir les efforts du temps présent et peut aussi pénaliser le futur. Donc, il faudrait penser au centre d'accueil où on peut avoir ces enfants, les réencadrer, les rééduquer, les faire comprendre que leur perception des choses peut mettre toute la vie en danger. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Merci beaucoup pour vos avis et pour votre temps que vous avez disponibilisé. Alors, c'en est fini pour cette émission. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Vous avez des avis, laissez-nous vos avis en commentaire et ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Je dis merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Nemili Wata, Gaël Fortus, ainsi que Jenny. Je dis merci à vous qui nous avez suivis. Je dis merci à DBR pour ma coiffure. Merci à vous et au revoir. Retrouvons-nous très prochainement. Bye.